Bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de HTTP2, du protocole, de son histoire, de comment on l'utilise en PHP avec Symfony, et je vais vous montrer quelques trucs marrants qu'on peut faire avec, qui ont permis de créer, on va casser le suspense tout de suite, deux nouveaux paquets pour Symfony et un autre pour API Platform que je vais vous montrer à la toute fin. Alors, je m'appelle Kevin Dinglas, je suis le cofondateur de Letiol.coop et je fais partie de la core team de Symfony. Alors, je vais démentir tout de suite les rumeurs, c'est pas les gens de chez Laravel qui m'ont fait ça, pas de souci là-dessus. J'ai aussi créé le framework API Platform dont on va parler un petit peu à la fin. Letiol.coop, c'est une société coopérative, c'est-à-dire qu'elle appartient à 100% à ses salariés, que toutes les décisions sont prises de manière démocratique, une personne égale une voix. On a des bureaux à Lille, à Paris, à Amiens. On cherche beaucoup de monde, surtout à Paris. Donc, si ça vous branche, ce type d'organisation, n'hésitez pas à nous contacter. On fait beaucoup de PHP, Symfony, API Platform. On fait aussi beaucoup de JS, un petit peu de Go et pas mal de technologies cloud computing. Donc, il y a de quoi faire. Alors, HTTP, qui parmi vous n'a jamais entendu parler de HTTP? Levez la main. OK, vous pouvez sortir. Désolé. Donc, c'est le protocole qui propulse Internet. C'est un protocole qui a été créé par Tim Berners-Lee au CERN en 1989, en même temps que le langage le format HTML, et puis en même temps que les premiers serveurs et navigateurs web. Alors, c'est un protocole qui a été conçu dès le départ pour être très très simple et à implémenter et à débugger. En fait, on n'a même pas vraiment besoin de programmer pour pouvoir l'utiliser. C'est un protocole client-serveur, c'est-à-dire qu'on a deux périphériques qui sont un petit peu différents. On a le client qui va demander des données à un serveur qui va lui renvoyer ces données qui ont été demandées. C'est un protocole requête-réponse. Donc on a une partie du protocole qui définit comment on demande ces données et une autre qui va expliquer comment on les rapatrie. C'est un protocole très différent des couches plus basses du modèle OSI, parce que c'est un protocole en plain text. C'est-à-dire que ce n'est pas un protocole binaire. En tout cas, cette version 0.9 en 1991. C'est un protocole où on peut juste prendre un éditeur de texte et puis taper de l'ASCII et puis envoyer ça sur le réseau et ça va fonctionner. C'est hypermédia, alors on pourrait en parler pendant plus de 40 minutes de l'hypermédia, mais en gros, c'est les liens hypertextes. Et c'est basé au-dessus des couches plus basses du modèle OSI, IP et TCP. Ça va être très important parce que ça va être une grosse limitation d'un point de vue performance. C'est du fire and forget, du coup c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien avec PHP. On ouvre une connexion TCP, on envoie une requête, le serveur envoie la réponse qui correspond au client, on coupe la connexion TCP. Okay. Alors, cette première version du protocole, elle est très très simple à implémenter. En fait, on peut même faire des requêtes HTTP sans avoir d'outillage spécifique. On peut utiliser par exemple le client Telnet, c'est un outil en ligne de commande qui est dispo sur tous les systèmes d'exploitation, qui va créer une connexion TCP, ici vers le nom de domaine letiol.coop. Donc le système d'exploitation va transformer ce nom de domaine en adresse IP en utilisant un autre protocole qui est DNS. Là, on ouvre une connexion TCP sur le port 80. Et cette première version, elle est bête, elle est faite. C'est vraiment très très important pour être débugué facilement. Il y a juste une ligne, get, les données auxquelles je veux accéder, le pass, donc le chemin, les données sur ce serveur auquel je veux accéder. Et ensuite, généralement, on répondait du HTML. Maintenant, on peut répondre à peu près tout format de données, JSON, XML, etc. Et ensuite, la connexion est fermée. Okay. Alors, le web historique, c'est des données, c'est créé principalement par les universitaires, et ça sert à échanger des données documentaires textuelles, mémoire, rapports, etc. Et avoir ce mode de fonctionnement, c'est pas gênant. Le langage HTML est fait pour structurer les données. C'est un peu différent des pages web modernes où vous avez des données qui sont présentes dedans. Vous avez vu les web components avant, mais généralement, vous avez beaucoup de données différentes qui sont agrégées et vous avez beaucoup de fichiers différents. Pour afficher une page web moderne, il va vous falloir des feuilles de style CSS, des images externes, du JavaScript, très probablement. Et tous ces fichiers-là vont devoir être agrégés par le navigateur puis exécutés. Ce n'est pas le cas la création du web, ce n'est pas le cas la création du protocole HTTP, et du coup, le protocole n'est pas vraiment prévu pour ça. Ça va être l'un des soucis. Alors, ça, c'est le premier navigateur web, donc une implémentation de HTTP côté client, parseur HTML. Et là encore, c'est du HTTP 1.1. C'est déjà une version beaucoup plus récente que celle que je vous ai montrée juste avant. C'était quand même relativement limité. Alors,
En 1996, donc vous voyez, 1989, 1996, il y a quand même pas mal de temps qui se passe, il y a une nouvelle version du protocole qui est proposée pour lui donner un peu plus de fonctionnalités et pour commencer à régler l'un des problèmes principaux qui touche déjà à l'époque le web, les problèmes de performance. Parce que le web commence à ne plus être utilisé juste dans les cercles universitaires, commence à se massifier un petit peu, on commence à avoir des entreprises puis des particuliers qui ont des connexions à Internet d'une qualité généralement très moyenne. Du coup, il va falloir augmenter un petit peu les capacités du web, qui est un super moyen, parce que le gros principe du web, c'est que c'est interopérable, hein, donc ça marche, ce qui n'est pas le cas de tous les protocoles à l'époque, sur tous les matériels, quel que soit le type de processeur, etc., sur tous les systèmes d'exploitation, sur tous les réseaux. Donc ça permet l'interopérabilité des données à l'échelle de la planète, pour créer des changements de société assez profonds. Donc dans HTTP 1.0, on a des nouvelles fonctionnalités qui sont introduites. Déjà, on a la notion de métadonnées, c'est les fameuses entêtes HTTP. Qui a déjà entendu parler des entêtes HTTP? Ok, sans quoi la porte c'était. Bon, voilà. On a d'autres données qui vont être ajoutées, un code de réponse, ok, erreur qui est prévue, erreur qui est non prévue, etc., les fameuses 500. Deux nouvelles méthodes HTTP, au départ on n'avait que GET, là on va avoir POST qui va nous permettre d'envoyer des données dans le corps des requêtes, typiquement pour faire des formulaires web en POST, c'est à ce moment-là que ça apparaît, donc vous voyez, 1996, hein, c'est pas super récent. La possibilité de transférer des données binaires, type images, etc., c'était pas possible avant. Un mécanisme simple d'accès sécurisé aux données où on va pouvoir demander un login, un mot de passe avant de se connecter à une page. Un mécanisme simple de cache. Pourquoi du cache? Pour essayer d'accélérer les connexions. Alors là, le cache, ça va être du cache par expiration, très très simple. Quand on génère une page, on va pouvoir dire, cette page-là, le client, tu peux la garder de manière locale pendant 30 minutes, 40 minutes. Voilà. Et tout un tas de mécanismes, comme la négociation de contenu, qui vont permettre d'avoir une version différente du document suivant le format que supporte mon navigateur, du PDF, du HTML, du XML, ou souvent la langue de l'utilisateur. Typiquement, un même document peut être traduit, je vais pouvoir m'adapter aux préférences de l'utilisateur. Gestion plus avancée des encodages de caractères, gestion du multipart pour faire de l'envoi de binaire, gestion des serveurs proxy. À quoi ça ressemble? Eh ben, on a toujours notre connexion TCP, mais on a toujours une ligne, notre GET, sauf que cette fois-ci, en plus du pass, on rajoute la version du protocole. Ça va nous permettre de faire évoluer le protocole et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et d'avoir une négociation qui s'opère entre le client et le serveur. Et ensuite, on a ces fameuses métadonnées, les entêtes HTTP. Okay, on passe deux lignes. Cette fois-ci, le serveur ne les répond plus directement comme en 0.9 avec les données, mais il va lui aussi nous envoyer quelques méta-informations, la version du protocole que lui supporte, voir s'ils peuvent se mettre d'accord ou pas, un code de retour, des entêtes que peuvent être envoyées par le serveur également, et puis finalement, le contenu de notre réponse. Mais vous voyez que, là encore, dès que les données sont transférées, on coupe la connexion TCP. Si on a besoin d'une autre ressource, une feuille de style, on va devoir ouvrir une nouvelle connexion TCP et la demander. Un an plus tard, il y a la première version de HTTP qui devient un standard du web, c'est-à-dire normalisé par l'organisme qui standardise les protocoles Internet, l'IETF. Donc là, vous voyez que ça correspond à la massification du web et d'Internet. C'est le moment où les particuliers commencent à accéder massivement à Internet, commencent à être dispo, et du coup, là, ça s'accélère un petit peu. Cette version-là, il y a un enjeu principal, c'est de faire en sorte que ça marche plus vite, d'optimiser le protocole pour qu'il soit plus performant. La grosse nouveauté, c'est le Keep Alive, c'est la possibilité de réutiliser les connexions TCP et du coup de faire passer dans le même tuyau plusieurs données parce qu'on se rend compte que le langage HTML et autres évoluant, pour afficher des données à l'utilisateur, on va avoir besoin de plusieurs ressources. Typiquement ma page HTML, une feuille de style CSS qui commence à apparaître à ce moment-là aussi, des images externes, etc., etc. On va avoir la gestion du pipelining, j'y reviens, et la gestion des chunk responses auxquels je vais revenir aussi. On va avoir des mécanismes de cache beaucoup plus avancés, en particulier les e-tags, donc du cache par validation, vont faire leur apparition à ce moment-là. La possibilité de compresser les réponses, donc par exemple en utilisant Deflate ou gzip, etc., pour faire en sorte, vu que c'est du protocole texte, ça prend de la place, ça prend de la bande passante, c'est lent à télécharger, bon, on va compresser ça avec un algorithme de compression et laisser le client le décompresser. Tout un tas de nouveaux entêtes qui vont être standardisés et sur lesquels on pourra compter. Et puis c'est à peu près tout. Et en fait, cette version, qui date de 1997, il n'y en a pas vraiment eu de nouvelles depuis. Il y a eu HTTP2, bien sûr, j'y viens dans 2 secondes. Mais ce que vous utilisez encore aujourd'hui en tant que développeur web au quotidien pour créer vos applications, c'est cette version qui date, vous voyez, d'il y a plus de 20 ans. Ça vous, à l'échelle
Depuis, il y a eu l'iPhone qui est apparu, il y a eu le web mobile, il y a eu tout un tas de trucs, et pourtant, on est resté à peu près là-dessus. Bien sûr, le protocole il a été étendu par quelques autres RFC, on a rajouté quelques petits trucs, la méthode patch, le support de WebDAV, ce genre de machin, mais fondamentalement, ça n'a pas bougé. Alors, à quoi ça ressemble? C'est toujours le même principe, donc vous voyez que c'est toujours rétrocompatible. Cette fois-ci, la version du protocole, c'est la version 1.1, et on peut dire, là, je ne sais pas combien de temps, quelle est la taille de la réponse que je vais envoyer. Typiquement, en PHP, généralement, quand on commence à récupérer nos données de la base de données, à faire nos traitements, on ne sait pas quelle sera la taille finale de ce que l'on va envoyer. Ça, c'est possible que depuis cette version d'HTTP. Comment ça marche? En fait, à chaque fois, je vais pouvoir faire du streaming, entre guillemets, de cette manière-là. Chaque fois que j'ai préparé un paquet de données, je vais pouvoir envoyer la taille en octets de ce paquet de données, encodé en texte, en hexadécimal, dans ma réponse. Et du coup, le client va attendre pour, ici, 100 octets. Une fois que j'ai 100 octets, il va attendre un chiffre qui va lui dire combien de paquets de données vont être prêts. Et de cette manière-là, je vais pouvoir streamer un petit peu. Quand j'ai fini de streamer, je peux mettre 0, ça veut dire que c'est fini. Ça, c'est le chunk encoding. Ensuite, deuxième grosse nouveauté de HTTP 1.1, c'est le pipelining. C'est-à-dire que dans la même connexion TCP, je vais pouvoir envoyer plusieurs requêtes et récupérer plusieurs réponses, ce qui peut être pratique quand je sais que je vais avoir besoin de plusieurs données d'un coup. Comment ça marche? On demande au client d'envoyer toutes les requêtes HTTP. Donc là, par exemple, je veux la favicon, je sais que j'en aurai besoin, en plus du fichier HTML que j'ai récupéré au préalable, et aussi la feuille de style. Donc il va envoyer toutes ces requêtes dans l'ordre, dans le tuyau, dans le socket TCP qui est ouvert. Et le serveur va devoir répondre dans le même ordre. Donc ça va pouvoir réutiliser la même connexion de TCP, donc gros gain en performance, mais par contre, si ici ma favicon met plus de temps à générer, ce serait étrange, mais que ma feuille de style, eh ben mon serveur va quand même devoir attendre que ma feuille de style soit prête avant de pouvoir envoyer la favicon, parce qu'il faut que je respecte l'ordre des requêtes. OK? Alors, le web a tourné comme ça, plutôt bien, pendant plus de 20 ans. À un moment, on s'est dit, alors le « on », c'est Google en particulier, le web a énormément évolué. Ce protocole textuel qui est très pratique à débugger, qui a prouvé son succès, bon, il a quand même des limitations. Ses limitations principales, c'est que quand on a énormément de trafic à gérer, quand on est Google, Facebook, Amazon, etc., ça coûte cher en bande passante, ça coûte cher en traitement machine de manipuler du texte alors que du binaire, c'est beaucoup plus optimisé. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est que ce protocole, même s'il est plutôt pratique, plutôt bien conçu, etc., surtout pour l'époque, il est quand même très limité en termes d'optimisation de performance qui sont possibles. Alors, on a le pipelining, mais par rapport à des protocoles dédiés à la performance, c'est pas forcément l'idéal. Du coup, Google a développé un prototype dont le nom est plutôt explicite, s'appelait Speedy, qui avait pour but de créer un nouveau protocole pour le web qui remplacerait HTTP. Ils ont créé ce protocole sous forme ouverte, ils ont discuté un petit peu avec la communauté, ils l'ont implémenté dans Chrome, ils l'ont implémenté dans les principaux serveurs open source, ils l'ont implémenté dans leurs propres infrastructures, ils l'ont utilisé pour google.com, et à un moment, ils ont proposé à l'IETF d'en faire un standard HTTP2. Alors à ce moment-là, il y a d'autres équipes qui se sont greffées là-dessus, qui l'ont fait un peu évoluer, en particulier Mozilla, qui a fait un énorme boulot là-dessus. Mais HTTP2, c'est Speedy de Google, qui a été renommé, un petit peu amélioré, un petit peu standardisé, et maintenant c'est une ERFC aussi. Alors, première grosse différence avec HTTP 1, c'est du binaire. Alors, ça veut dire que vous ne pouvez plus juste regarder ce qui passe dans le tuyau en ASCII et débugger, là il va falloir de l'outillage spécifique. Là, il n'y a plus le choix. Deuxième grosse différence, on va voir la gestion du multiplexing, non plus du pipelining, j'y viens juste après. Et la gestion de la priorité des flux, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire ma feuille de style CSS est moins important que mon fichier HTML ou ce que je veux afficher à mon utilisateur, donc envoie-moi en priorité, y compris les intermédiaires réseau, ce qui est important pour l'utilisateur et puis le reste après. Ensuite, on va avoir la possibilité d'aller dans l'autre sens. Depuis le départ, tout ce que je vous présente, je pousse des données, je récupère, c'est le client qui demande des données au serveur. Là, je vais pouvoir pousser des données depuis le serveur. Je vais pouvoir compresser un peu plus de trucs. Je vais pouvoir me faire fit TCP. Donc en fait, ce protocole, il va manger un peu sur les couches OSI un petit peu plus basses. Il va pouvoir marcher avec d'autres protocoles comme Quick qui permettent de paralyser, de multiplexer au maximum. Et typiquement, ce protocole Quick, il va utiliser quelques petites astuces mathématiques. Si vous êtes sur un téléphone mobile, vous avez à la fois une antenne 4G et du Wi-Fi qui sont connectés en même temps, il va pouvoir récupérer les données par tous les canaux, tous les tuyaux disponibles et paralléliser, ce qui va permettre d'améliorer énormément les performances. Si vous utilisez Google Cloud avec des ingress Google Cloud, c'est déjà supporté, c'est probablement déjà ce que vous utilisez quand vous êtes sur mobile.
Malgré tout ce redesign, il y a un gros effort qui a été fait pour la compatibilité avec HTTP 1.1, et même si c'est un protocole binaire, la sémantique a été complètement conservée. Donc tout ce qu'on a vu juste avant, on n'a pas perdu trop de temps finalement, ça a déjà été, ça a été conservé de cette manière-là. Alors le multiplexing, c'est quoi l'idée? C'est que mes deux requêtes, au lieu de les envoyer à la suite dans le même tuyau, je vais même pouvoir les envoyer en parallèle dans le même tuyau. Okay, donc je vais pouvoir envoyer des petits bouts de ma requête 1, de ma requête 2, de ma requête 3 dans la même connexion TCP. C'est le serveur ou le client, pour les réponses, qui vont se débrouiller pour me remettre ça dans le bon ordre et pour reconstituer les messages à la fin. Du coup, ça va me permettre de gagner énormément en performance, d'autant plus quand j'ai plusieurs canaux, une antenne 4G, une antenne Wi-Fi. Le push, ça c'est vachement mieux. J'ai une page web, je sais que pour la charger, il faut un fichier JS, un fichier CSS, un fichier PNG. Okay, en tant que développeur web, je le sais, mais le client, il ne le sait pas. Du coup, le client, ce qu'il fait, c'est qu'il télécharge d'abord index.html, il le parse, et seulement là, il voit qu'il y a une référence à mon fichier JS, à mon fichier CSS. Seulement là, il lance les requêtes vers le serveur. Donc, je perds énormément de temps. Là, avec la collaboration du développeur web, je vais pouvoir faire autrement. Je vais pouvoir faire en sorte que mon serveur peut pusher des données, de dire, je sais moi, en tant que développeur web, exactement ce dont a besoin ma page, donc je vais pousser tous mes fichiers d'un coup, et je vais les envoyer au navigateur, et le navigateur va les prendre direct. Dès qu'il va savoir qu'il en a besoin, en fait, il les aura déjà dans son cache local. Ce truc, HTTP2, c'est supporté par 86% des utilisateurs d'Internet. Donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci dès maintenant. Pour ceux qui ne le supportent pas, les quelques pourcents restants, tous les serveurs qui implémentent HTTP2 supportent le fallback vers la version 1, donc il n'y a aucun danger pour vos utilisateurs. En moyenne, on peut attendre 2,29 en moyenne. En gros, ça va 2 fois plus vite de mettre du HTTP2, donc si vous n'y êtes pas encore, c'est le moment d'y passer. Grosse bémol, en même temps c'est très bien pour la vie privée des utilisateurs, ça a été créé ce protocole au moment des révélations Snowden, etc., espionnage de masse. Il faut du HTTPS sur vos sites pour pouvoir utiliser HTTP2. Un navigateur n'instanciera jamais une connexion HTTP2 si elle n'est pas sécurisée. Donc Let's Encrypt obligatoire pour HTTP2. Alors comment on utilise ça en PHP? J'accélère un petit peu parce que je suis un peu... Ouais. Comment on utilise ça en PHP et côté serveur? Alors, en fait, vous savez que pour utiliser PHP, excepté React PHP et choses comme ça, vous avez besoin d'un serveur web. Typiquement, mode Apache, vous avez besoin d'Apache avec mode Apache ou de Nginx avec PHP SPM. En fait, le protocole HTTP va être implémenté par le serveur web. Et pour passer les données de l'utilisateur, la requête, les données en poste, etc., vers le serveur d'application, tous ces serveurs utilisent des variantes d'un autre protocole qui s'appelle CGI. Common Gateway Interface. Et du coup, c'est l'adapteur, c'est le serveur web qui fait le parsing des requêtes, qui génère les réponses, et il transforme ça dans ce qui va donner les super globales, $get, $post, etc. en PHP, et il passe au serveur web. En fait, pour HTTP2, du coup, il n'y a rien à changer dans nos codes PHP. C'est ça qui est génial, parce que le gros boulot, il a été fait dans Nginx, dans Apache et compagnie, mais ce que continue de passer, même en HTTP2, comme données au serveur d'application Nginx, Apache et compagnie, bah, c'est du CGI. Donc, dans la 95% des cas, on n'a absolument rien à faire pour supporter HTTP2. Ça, c'est top. Si on veut faire un serveur web, serveur HTTP directement en PHP, là, c'est un petit peu plus compliqué, en utilisant des choses comme React PHP, la synchrone, il y a pas mal de talks là-dessus. Alors, pour ça, vous pouvez utiliser cette bibliothèque qui est une implémentation complète du protocole HTTP2 en PHP. Si je fais du Nginx, pour activer HTTP2, j'ai juste à ajouter cette directive et c'est bon, c'est réglé. Facile, même pour les moins obs d'entre nous. Sur Apache, c'est encore plus simple, protocole H2, son petit nom. C'est réglé, ça marche. Il n'y a aucune excuse pour ne pas y passer. Il y a d'autres techniques. Si vous utilisez des intermédiaires réseau, des serveurs mandataires, etc., qui permettent d'accélérer les performances type Cloudflare, Fastly, Akamai, ça supporte HTTP2 nativement, et du coup, vous n'avez même pas besoin d'avoir du HTTP2, vous, derrière. Eux, ils vont faire une connexion HTTP2 avec le client et la transformer en HTTP1 avec vos propres serveurs. Alors, si nous, on veut requêter des serveurs, typiquement appel à des API web externes, qui exposent du HTTP2 et qu'on veut tirer parti du pipelining, il faudra quelques options en plus, ou de la compression des entêtes, ou voilà, de toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées juste avant. En fait, on peut le faire avec le XT curl de PHP. Ça ne marchera pas avec FileGetContents. Il suffit de rajouter cette constante, je vais utiliser la version 2.0 du protocole HTTP, et les requêtes que vous émettrez de votre serveur vers un autre serveur, automatiquement, elles utiliseront HTTP2, ça marche depuis quelques années maintenant. Si j'utilise Guzzle, une bibliothèque d'un peu plus haut niveau, c'est encore plus simple. Version 2.0, ma requête part en HTTP2. Vous voyez qu'on parlait de beaucoup de choses pour finalement très peu de code. Alors, il y a un truc qu'on ne peut pas faire,
avec PHP facilement, c'est pousser des données. Je vous ai dit, si je sais que j'ai besoin de la feuille de style CSS et je veux l'envoyer. Alors comment je vais faire ça? En fait, il existe un petit protocole de conversion qui est prévu par le W3C, ça s'appelle Preload, et qui vont me donner quelques autres capacités qui n'ont rien à voir avec HTTP2. Je vais pouvoir juste rajouter un petit en-tête HTTP. Et dans ce petit en-tête HTTP qui s'appelle link, je vais pouvoir lister les ressources, les assets typiquement, que je vais vouloir pousser à mon client. En fait, l'intermédiaire, donc soit mon serveur web, soit un serveur mandataire type Cloudflare, Akamai, etc., vont implémenter tous cette spécification. Et quand ils vont rencontrer cet en-tête HTTP, eux-mêmes vont récupérer les données et faire le push. Donc en fait, pousser des données en PHP, je vais vous montrer un peu comment ça marche, ça consiste juste à rajouter un simple en-tête HTTP spécial qui est prévu dans cette spécification. Cet en-tête HTTP il va permettre de donner aussi un petit peu d'autres indications aux navigateurs ou aux intermédiaires réseau qui vont permettre de faire des choses un petit peu plus sympas que je vais vous montrer tout de suite, juste après. Alors, du coup, j'ajoute un en-tête HTTP, link, je suis ce formalisme, c'est la partie un petit peu compliquée à implémenter. Là, je lui dis que le fichier CSS et le fichier app.js, je veux du preloading, ça va être compris par le serveur web qui va récupérer ces fichiers et va tout pousser d'un coup avant d'attendre que le navigateur ait même commencé à parser le fichier HTML. Si je regarde ce que ça donne dans Chrome, c'est déjà supporté partout, 86% du marché. Je peux regarder, je peux voir que dans ma requête, là, ici, dans mes réponses, l'initiateur, c'est push, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà les données en cache, mon navigateur avait déjà les données en cache avant de savoir que j'en ai besoin. J'ai d'autres petits hints que je peux donner comme ça à mon navigateur web ou aux autres intermédiaires réseau. Si je sais que dans mon scénario de navigation, il y a de très grandes chances que mon utilisateur passe sur un autre site après ou sur une autre page. Je peux dire au navigateur, pour ce lien, pour cette ressource, fais-moi la résolution DNS, parce qu'il y a quand même des chances que l'utilisateur ait besoin de savoir l'IP parce qu'il a besoin de créer une connexion TCP. Ou initialise déjà la connexion TCP plus TLS pour gagner un peu de temps. Ou encore mieux, télécharge-moi les données de cette requête HTTP. Ou alors, encore, le mieux de tout, bien sûr, c'est que des hints. Le navigateur n'est pas obligé de respecter ces consignes que vous lui donnez. Ça va dépendre de la charge des machines, généralement, de la qualité du réseau sur lequel vous êtes. Je suis sur la page de résultats de Google, en page 1. Je sais qu'il y a 50% de chances que l'utilisateur clique sur la page 2. Je peux demander au navigateur de directement télécharger, faire le rendu HTML, CSS, JavaScript de la page 2 en arrière-plan. Comme ça, quand l'utilisateur va cliquer, tout sera déjà prêt, je vais pouvoir instantanément afficher la page. Ça, c'est avec le int pré-render. Alors, tout ça, il faut l'implémenter. Mais dans Symfony, c'est déjà dispo via un composant qui s'appelle WebLink. Comment ça marche, WebLink? Ça va utiliser une PSR, qui s'appelle la PSR 13, qui implémente cette en-tête spéciale, là, le link. Il y a une ERFC qui correspond, qui s'appelle web linking. En fait, il y a d'autres manières que les en-têtes HTTP de les implémenter. Bref, en PHP, on a une PSR pour ça. C'est plutôt sympa. Le composant WebLink, ça va permettre d'utiliser ça pour générer les en-têtes HTTP qui vont être compris par les serveurs web et par les navigateurs. Et c'est une bibliothèque PHP qui est complètement autonome. Donc, c'est projet Symfony, vous pouvez l'utiliser sans framework, avec Laravel, avec n'importe quel outil en PHP, celui que vous préférez. Et c'est aussi intégré dans le framework full stack. Ça va supporter les push HTTP2, mais aussi tous les hints que je vous ai présentés juste avant, et ça va s'intégrer avec Twig. Alors, pour l'installer, super facile, si j'utilise Flex, Composer Require WebLink, si je suis sans Symfony, cette version-là, avec Composer. Là, c'est la version sans Symfony. Alors, tout ça, ça vient de la PSR. Generic Link Provider, c'est en gros ce qui va me permettre de stocker la liste des links que je veux ajouter à ma réponse. Ensuite, j'ai eu un nouvel objet link à créer avec le type de relation et le nom de l'asset. Assez simple. Ensuite, je crée mon en-tête HTTP et la bibliothèque Symfony va se charger de générer le petit format qui est un petit peu compliqué à implémenter. Si je suis dans Symfony Full Stack et que j'ai un contrôleur qui est en Abstract Controller depuis Symfony 4.2, qui va sortir bientôt, vous pouvez juste faire 10 add link, ce link PSR, et ça va faire exactement pareil. Si je suis dans Twig, parce qu'au final, c'est plutôt les intégrateurs HTML qui vont savoir qu'est-ce que je vais devoir précharger ou pas, ça va être des images, ça va être des fichiers CSS, ça va être du JS. J'ai un helper Twig que je peux chaîner avec les autres helpers type assets, etc. Et j'ai juste à mettre preload le nom du fichier que je veux et l'entête HTTP qui correspond sera automatiquement généré. Tout ça, tout ce que je vous ai montré avant, ça a la même conséquence, ça ajoute cette entête. Donc là, ici, j'ai choisi de précharger, de demander au serveur web de pousser, de précharger le framework CSS Bootstrap parce que je sais que j'en ai besoin pour rendre mes pages, pour afficher mes pages. Et on peut voir que si Chrome est de bonne humeur, c'est vraiment... il va en tirer parti et il l'aura déjà dans son cache, il va tout de suite l'utiliser sans même savoir qu'il en a déjà besoin. Vous avez des helpers Twig qui
qui correspondent à tous les hints que je vous ai montrés juste avant. Alors, pour pouvoir utiliser ça et surtout pour pouvoir débugger ça, eh bien, il vous faut du HTTP2. Et pour avoir du HTTP2, il vous faut du TLS, il faut du SSL. Et pour avoir du SSL en local, bah, c'est un petit peu embêtant parce que le serveur web intégré de PHP, il n'est pas capable de gérer TLS. Alors, si vous utilisez Symfony Full Stack, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce setup Docker tout fait qui sert à installer Symfony 4, Symfony Flex. Alors, ce n'est pas que pour HTTP2, hein, bien sûr, mais ça supporte entre autres HTTP2. Si vous tapez juste Docker Compose Up dans le zip que vous récupérez, eh ben, vous pouvez voir que vous avez un serveur web avec Nginx, tout ce qu'il faut qui est exposé sur localhost. Et alors, on n'a pas le droit, selon la spec TLS, de générer un certificat pour localhost, pour des raisons évidentes de sécurité, ça paraît logique. Par contre, on peut faire un certificat autogénéré, qui sera reconnu comme non valide parce qu'il ne l'est pas par les navigateurs, mais une fois accepté, le navigateur va dire OK, vous acceptez, vous êtes un développeur, vous savez ce que vous faites. Du coup, vous allez pouvoir tirer parti de toutes les fonctionnalités de HTTP2 une fois que vous aurez accepté ce certificat autogénéré, utiliser WebLink, ne plus avoir les warnings de Chrome, etc. quand vous avez un champ mot de passe et que vous n'êtes pas en HTTPS, tout ce genre de trucs. Donc, pour utiliser ça et pour le débugger en local, il vous forcera forcément du HTTP2 en local. En parlant de debugging, Chrome a un outil génial pour débugger les connexions HTTP2. Vous tapez cette URL chrome://netinternals, débugage réseau de Chrome, et il y a un onglet HTTP2. Et là, vous pouvez voir toutes les connexions HTTP2 qui sont ouvertes, et je vous dis que c'était multiplexé. Donc pour un site, avant j'aurais créé 15 connexions TCP, j'aurais pu les paralyser, là ce n'est plus le cas. Si je peux voir que vers cette URL, j'ai 2 streams, donc 2 requêtes finalement HTTP1, si on voulait les comparer, qui sont ouvertes là-dedans. Ça peut être des connexions permanentes, ça peut aller dans les deux sens. Grosse différence entre HTTP1 et HTTP2, je peux faire du push, je peux faire du pull. Donc très pratique pour débugger et savoir ce qui se passe. Alors, j'ai fini avec HTTP2 en tant que soi. Maintenant, je vais vous présenter sur les quelques minutes qui restent quelques nouveautés sur Symfony, sur API Platform, qui tirent parti des capacités de ce protocole-là et qui fallback en HTTP1 si ce n'est pas possible. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez probablement vu cette annonce que j'ai faite il y a quelques semaines. C'est un nouveau protocole de haut niveau, rien à voir avec les protocoles plus bas niveau, comme on a pu voir jusqu'à présent, qui permet, on va dire en très gros, de remplacer WebSocket. Alors, pourquoi remplacer WebSocket? Parce que WebSocket, c'est un protocole qui n'utilise pas HTTP. Et c'est un protocole qui n'est pas compatible avec HTTP2. Quand j'ai une connexion HTTP2, je ne peux pas la basculer en WebSocket. Puis en fait, ça ne sert à rien, parce que l'intérêt de WebSocket, c'est de créer une connexion full duplex avec mon serveur, pouvoir pousser dans les deux sens. Mais HTTP2 supporte ça nativement, donc je n'ai plus besoin de WebSocket pour ça. Du coup, ce projet, c'est un outil qui va me permettre, on va dire, de pousser des mises à jour depuis un serveur vers un client. C'est l'utilisation principale. Ça marche aussi dans l'autre sens. Alors, en quoi ça peut être pratique? Imaginons que je suis en PHP. Je suis sur la page de checkout, je suis sur la page produit de mon site web. Et il ne me reste plus qu'un élément dans le produit. J'ai un téléphone, une tablette et un ordinateur, 3 personnes différentes qui sont sur cette même page produit. C'est une mauvaise expérience utilisateur, s'il y en a un des 3 qui l'achète, de ne pas mettre à jour la page pour les 3 autres, de lui faire cliquer sur le produit et d'avoir un warning qui dit bah, « désolé, ça a été vendu entre-temps ». C'est pas terrible. Et en PHP, si je veux répondre à la requête POST qui me dit voilà, j'achète ce produit, et si je veux propager l'information dans l'autre sens vers les clients, bah, j'ai aucune solution pour le faire. La seule solution que je peux utiliser, c'est déléguer un serveur en Node, un truc comme ça en WebSocket, ou utiliser des services payants comme Pusher ou ce genre de choses qui vont, eux, me permettre de gérer ça. Bon, bah, Mercure, c'est une solution qui n'est pas spécifique à PHP, hein, mais qui marche très bien dans le cadre de PHP, de serverless aussi, qui a le même type de problématique, qui va me permettre de régler ce problème-là. Alors, le principe de base, c'est que pour récupérer les mises à jour d'une donnée, typiquement une ressource d'API Web, mes clients vont se brancher sur un hub. Donc le hub, c'est un serveur externe, optionnel, mais en PHP, on n'a pas trop le choix. En Go, en Node, on a plus le choix. C'est un serveur qui va servir à broadcaster des mises à jour. Du coup, je veux les informations de mise à jour sur mon produit, savoir s'il est encore disponible ou pas. Les clients vont pouvoir ouvrir des connexions en utilisant le format Server Sent Events. Donc en gros, c'est du long polling, mais qui va tirer parti des capacités de multiplexing de HTTP2 et qui va avoir aucun surcoût quand j'ai du HTTP2. Ça va quand même marcher de manière moins performante quand j'ai du HTTP1. Et du coup, le client va ouvrir une connexion GET là-dessus et va attendre que mon serveur m'envoie des données dans un format prédéfini. Ces données, quand elles vont être reçues par les clients, c'est supporté par tous les navigateurs du marché.
Ça peut même marcher avec des polyfills sur les vieilles versions jusqu'à Internet Explorer 5.5, si vous êtes motivé. Dès que le serveur aura poussé dans cette connexion qui reste ouverte des données dans ce format spécifique, ça va déclencher un événement JavaScript sur le client. Et dans le client, je vais pouvoir utiliser un écouteur d'événements JavaScript pour récupérer le message qui a été envoyé par le serveur et l'écouter. Du coup, ce que propose Mercure, c'est un protocole qui permet, depuis votre serveur web, de pousser des données vers un hub centralisé. Donc, j'ai mon utilisateur qui achète le produit. Il fait une requête post, je prends ce produit-là vers mon serveur PHP. Le serveur PHP, il n'a aucun moyen de contacter les autres clients. Par contre, il peut contacter le hub. Il n'y en a qu'un, on connaît son URL. Le serveur PHP va faire une requête post vers le hub en disant « j'ai une mise à jour, les données disponibles, le stock disponible pour ce produit, maintenant c'est 0 ». Tous les clients vont être connectés avec une connexion permanente au hub. Le hub va broadcaster la mise à jour vers tous les clients. Et du coup, tous mes clients, instantanément, vont être prévenus de cette mise à jour. Alors, il y a un mécanisme de découverte automatique grâce toujours à cette en-tête link que vous voyez ici. Mon API web, là, ici, elle peut indiquer quel est le hub auquel peuvent s'enregistrer les clients, qui sont assez intelligents, qui savent reconnaître cette typologie Mercure, ici. Et du coup, si mon client lit ça, il va pouvoir faire la requête server-side-event vers ce hub et demander toutes les mises à jour pour ce livre-là. Okay, donc il y a un petit mécanisme de... Il faut juste rajouter un en-tête HTTP sur vos pages web pour pouvoir tirer parti du protocole. C'est tout ce que je viens d'expliquer, je le laisse pour les slides. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est qu'il y a un mécanisme d'autorisation. Vous pouvez dispatcher des mises à jour que vers des clients qui sont autorisés, qui ont un certain rôle, par exemple. Donc ça gère la sécurité, ce que ne fait pas le protocole SSE par défaut. Et il y a le support de la reconnexion automatique et de la récupération des messages perdus. Si votre client, c'est du mobile, ça se déconnecte, je passe dans un tunnel. Automatiquement, le navigateur, sans que j'ai rien à faire, va reconnecter l'utilisateur et va lui permettre de récupérer tous les messages qui auraient été perdus. En fait, il va demander au serveur de lui renvoyer les messages qui sont perdus. C'est supporté de base par le hub Mercure qui est open source. Côté JavaScript, pour souscrire à ces mises à jour, j'ai aucune bibliothèque, je n'ai rien à faire si ce n'est ça. J'utilise cette primitive qui est dispo dans tous les navigateurs du marché, event source, sur l'URL du hub, et en paramètre à cette URL du hub, donc point d'interrogation topic égal, je me dis sur quelle ressource je veux m'abonner aux mises à jour, ici sur mon livre. Et dès qu'il y a une mise à jour qui va être poussée par le hub, je vais avoir un événement qui va se déclencher en JavaScript. Et là, c'est les annonces. Du coup, c'est pas mal, ça paraît sympa, un petit peu difficile à utiliser. Plus depuis ce matin, on travaille un petit peu avec Fabien. Et du coup, il y a maintenant le support natif de Mercure, donc de ce petit protocole, dans Symfony. Alors bien sûr, vous avez toujours besoin du hub, mais il est open source, vous pouvez l'installer très facilement. Vous tapez cette commande si vous êtes dans le framework full stack. Il y a aussi un composant au cas où vous ne voulez pas utiliser Symfony full stack qui peut marcher avec Laravel, etc., etc. Et pour dispatcher une mise à jour vers tous les clients qui sont connectés vers le hub, grâce au composant Messenger, si vous avez suivi la conférence de ce matin, il est optionnel, mais on peut en tirer parti et du coup dispatcher les messages en asynchrone si on le veut, etc. Je ne vous refais pas la conf. Vous dites, voilà, je veux publier une mise à jour, ça c'est une classe qui est fournie par Symfony, pour cette ressource, et je vais envoyer la nouvelle version de ces ressources. Ça peut être le message complet, tout le document de JSON, ça peut être du partiel. Typiquement, je peux utiliser le format de JSON merge patch pour envoyer que les changements qu'il y a eu entre la version qu'a déjà le navigateur et la nouvelle version qui a été générée par le client. Je dispatch cet update, donc, désolé pour le franglais, mais j'envoie à mon bus Symfony Messenger cette mise à jour, et automatiquement le composant va l'envoyer au hub, qui va l'envoyer à tous les clients connectés en temps réel. Si j'ai configuré mon hub pour utiliser un bus asynchrone, typiquement du RabbitMQ ou quelque chose comme ça, automatiquement, cet envoi de mise à jour, qui n'est pas très coûteux, mais enfin bon, ça te coûte toujours un tout petit peu, c'est juste une requête en poste, il sera fait de manière asynchrone, donc ne dégradera pas du tout mes performances. C'est pas tout. En plus de cette intégration avec Symfony, on a aussi travaillé sur une intégration avec API Platform. Cette intégration-là, elle utilise les composants sous-jacents que je viens de vous présenter. En fait. Ça s'empile un petit peu comme ça. Donc, qui parmi vous a déjà utilisé API Platform? Ok, pas mal quand même. Le principe du framework, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voulez exposer une API REST pour une structure de données, vous décrivez cette structure de données sous la forme d'une classe PHP, comme celle-ci, vous la marquez avec @API ressources et vous avez une API REST hypermédia ou GraphQL qui fonctionne en lecture, en écriture, etc. Ça fait tout. Maintenant, ça fait un peu plus. Si vous rajoutez un attribut qui s'appelle Mercure True, ça veut dire je veux dispatcher les mises à jour aux clients qui sont connectés. Ça peut gérer aussi l'autorisation. J'avais pas assez de temps pour vous présenter tout ça aujourd'hui.
automatiquement, alors il y a une partie client dans API Platform. On peut générer pour les API des progressives web apps, des applis JavaScript, des applis React Native, etc. qui correspondent. Là, on a la partie serveur, on a la partie client qui est dispo dès maintenant sur GitHub. Juste en ayant fait cette ligne de code, voilà ce que ça donne. Oups. Ah, reviens. Il veut pas. Avec la souris peut-être. Ouais. Je suis connecté, j'ai un client qui est connecté via un navigateur. J'ai d'autres clients qui n'ont rien à voir, c'est pour vous montrer ça, qui sont connectés via d'autres périphériques, d'autres navigateurs. Mon client 1 met à jour une donnée, ici mon livre, qui a la Mercure à trous. J'envoie ma donnée, automatiquement, toutes mes vues, vu que là ça utilise un store Redux, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi côté JavaScript, est mis à jour en temps réel. J'ai absolument rien à faire. L'intégration API Platform détecte qu'il y a une donnée qui est changée. Du coup, dispatche la mise à jour avec le composant Symfony vers le hub, qui met à jour tous les clients qui se sont enregistrés automatiquement parce qu'ils ont lu le petit en-tête HTTP, ils ont fait la requête avec l'event source, vers mon application. Et du coup, juste avec ce petit flag, je peux être sûr que toutes mes vues sont complètement synchronisées avec les données de mon serveur en temps réel, avec même pas une ligne de code, juste une ligne de configuration. Pour résumer, ces deux parties, donc HTTP2, ça permet de rendre votre site beaucoup plus rapide, presque 2 fois plus rapide, et en plus sur les scénarios de navigation, ça va être encore meilleur que ce qu'il était avant. C'est supporté partout, il n'y a aucun désavantage comparé à HTTP1, très peu. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de mettre à jour vos infrastructures, parce qu'il n'y a pas besoin de changer votre code. Pour activer HTTPS, activer HTTP2, vos utilisateurs vont y gagner sans aucune contrepartie, ou presque. C'est très bien supporté par l'écosystème PHP. Et si on veut aller un cran plus loin et pousser les données en amont au client, parce qu'on sait qu'il va en avoir besoin, donc j'ai montré que des assets, mais ça peut aussi marcher avec des relations d'API web, un usage qui est en train d'émerger, plutôt que d'imbriquer les documents. On pourrait juste référencer via ces push-ins. Symfony, avec le composant WebLink, qui est utilisable sans problème en dehors de Symfony, vous permet de faire ça très facilement. Ensuite, avec HTTP2, on peut faire des trucs sympas, on peut se couper de la complexité de WebSocket, etc. On peut réutiliser des primitives beaucoup plus simples comme les servers sent event et avoir une facilité d'utilisation bien meilleure pour des performances exactement équivalentes, voire un petit peu meilleures en fait, qu'avec du WebSocket. Du coup, Mercure, ça vous permet de pousser des mises à jour depuis le serveur vers le client, ce qui était très compliqué à faire sans WebSocket, en tout cas avant. C'est intégré depuis aujourd'hui dans Symfony et dans API Platform de manière expérimentale. Alors les deux sont expérimentales, mais c'est tagué pour Symfony, c'est pas encore tagué pour API Platform. Donc vous devriez utiliser HTTP2 maintenant, et même si ce n'est pas encore une solution mature, c'est une solution très récente, vous pouvez essayer Mercure, ça peut permettre de faire des trucs sympas. Merci beaucoup. On a le temps pour une seule question. Au pire, je serai disponible après. Salut à toi, merci pour cette conférence super intéressante aussi. J'ai une petite question sur Mercure qui est vachement prometteur, j'ai l'impression. Là, tu parles de client-serveur, et dans le cas où on est sur une architecture microservice et qu'on a donc une appli PHP cliente d'une appli PHP différente, est-ce qu'il y a dans le composant Symfony Mercure quelque chose qui était prévu pour... Alors, pas encore. Ça pourrait se faire. Typiquement, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir implémenter un client en PHP. Après, est-ce qu'il y a un intérêt? Ça reste à voir. Parce que le gros problème, en fait, il y a un protocole qui s'appelle WebSub, qui est un protocole fait par Google pour le W3C, qui permet de faire à peu près la même chose de serveur à serveur. Comment ça marche? C'est que tu as un système de webhook. Et du coup, si le serveur qui veut recevoir une mise à jour, il expose une URL en poste. Et du coup, le serveur qui dispatche la mise à jour, il appelle l'URL en poste de ce serveur-là. Du coup, c'est très facile à implémenter, ça ne coûte rien. Le problème, c'est que côté client, un client, il ne peut pas exposer une URL en poste, par définition, vu que c'est un client, donc ça ne peut pas marcher. Donc, ce serait possible, techniquement, et ça va probablement être fait, ça peut être une contrib sympa de faire ça. Après, est-ce qu'il y a un vrai intérêt, vu qu'on par rapport à cette technique plus classique de juste appeler des webhooks en poste pour faire de la mise à jour serveur à serveur, je ne sais pas. Merci. Merci.